Bienvenue dans une nouvelle vidéo du cours de philosophie de la nature. Dans cette vidéo, nous verrons le premier chapitre intitulé Introduction, la nature et son étude philosophique. On va voir 3 points. Introduction générale, après l'étude scientifique et philosophique de la nature tout au long de l'histoire, et finalement les concepts de nature. Mais dans ce cours, il y a une personne très importante que beaucoup vous connaissez très bien et que sans cette personne, il serait impossible de réaliser cette vidéo. Alors, Kodia, s'il te plaît. Tadam! Il va nous accompagner tout le temps, mais caché. Bien. Et donc, on laisse les blagues et on entre dans cette cours de philosophie de la nature. Bien, nous pouvons étudier la nature sur 2 perspectives. Une perspective scientifique et une perspective philosophique. Bien, donc, la science cherche des explications des phénomènes naturels en termes d'autres phénomènes ou causes, en adoptant des points de vue particuliers, comme beaucoup, que vous étudiez l'ingénieur, la physique et les maths, donc c'est sûr que vous connaissez déjà, vous êtes dans cette pratique. Mais en revanche, la philosophie de la nature cherche des explications qui visent l'être et les façons d'être des entités des phénomènes naturels. Il y a quelques-uns qui ont étudié déjà quelques cours de métaphysique, je pense. Donc, on pourrait dire, on va étudier la métaphysique des choses. Ces 2 perspectives, sont autonomes, mais elles sont en rapport entre elles. Elles adoptent des points de vue différents, mais les sciences s'appuient sur des propositions philosophiques et la philosophie doit compter aussi sur les connaissances scientifiques. C'est logique parce que nous sommes en train de traiter d'une réalité, mais des points de vue différents. La philosophie de la nature est la branche de la philosophie qui s'occupe du monde naturel ou physique. Nous allons voir à quoi consiste cette réflexion philosophique sur la nature et quelle est sa valeur. Cela exigera à considérer aussi quelle est la portée des sciences naturelles, car il y a un rapport étroit entre ces sciences et la philosophie naturelle. Donc, le point qu'on va voir dans cette introduction générale, premier, c'est une réflexion philosophique sur la nature. Après, le rapport de la philosophie de la nature avec d'autres domaines de la philosophie même. Maintenant, il ne sera pas avec d'autres sciences, sinon avec la même philosophie. Philosophie et sciences naturelles, valeur et portée de la philosophie de la nature, et sujets et problèmes qu'il traite cette discipline. Bien, on commence par ce premier point, la réflexion philosophique sur la nature. Bien, la philosophie étudie toute la réalité à la lumière de la raison naturelle. Elle cherche, au-delà des connaissances particulières fournies par les sciences, les explications les plus radicales que l'on puisse donner sur la réalité. C'est pour cela que l'on dit habituellement que la philosophie étudie la réalité à la lumière de ses causes ultimes, auxquelles se pose la question de la raison d'être de la réalité. En suivant une distinction classique, on peut dire que les principaux objets de la réflexion philosophique sont 3. Le monde, l'homme, Dieu. La philosophie de la nature est la réflexion philosophique sur le monde en comprenant par là le monde naturel ou physique, aussi bien les êtres inanimés, les étoiles et les planètes, les composants physiques et chimiques de la matière et leurs composés, que les êtres vivants. Dans ce premier point, la deuxième partie, on va étudier les rapports de la nature, de la philosophie de la nature avec d'autres domaines de la philosophie même.
Principalement, on va se centrer, et vous pouvez lire dans les textes, je vous rappelle que cette vidéo, c'est une aide pour l'étude. Mais la chose la plus importante, c'est prendre le texte et lire. Et principalement, les points qu'ici nous sommes en train de remarquer. Donc bien, et dans ce texte, vous allez voir qu'il y a un rapport avec l'anthropologie, la théologie naturelle et la métaphysique. Donc on va entrer à voir un peu seulement chaque point. L'anthropologie. Donc sans doute la personne possède une dimension spirituelle qui ne se réduit pas à un niveau matériel. Nous sommes plus que la matière. Cependant, cette spiritualité, elle est un être unitaire et par conséquent, l'étude de la personne doit tenir compte des réalités de la philosophie de la nature. L'homme est esprit et matière, et unité. En unité, pardon. Donc, logiquement, l'anthropologie avec la philosophie nature, ils sont très relationnels. Et dans les textes, vous allez voir qu'on va approfondir dans cette idée concrète. Bien, relation avec la théologie naturelle. En effet, notre connaissance naturelle de Dieu n'est pas immédiate. Avec nos forces naturelles, nous ne les connaissons qu'à partir des choses créées. La connaissance naturelle de Dieu. Parce que aussi, il y a la connaissance par la foi. Il y a la connaissance par la révélation. Et nous, on ne parle pas maintenant de cette connaissance qu'on peut avoir. Mais la connaissance naturelle de Dieu, on voit que ce n'est pas une chose immédiate. Et en voyant les choses créées, on peut arriver à Dieu. Et la philosophie de la nature est relationnée logiquement avec cette théologie naturelle. Et finalement, avec la métaphysique. La philosophie de la nature sert aussi comme base de la métaphysique, qui étudie les principes ultimes de l'être en tant que tel, principes qui sont applicables aussi bien au monde matériel que au domaine spirituel. Nous atteignons les lois générales de l'être à travers la réflexion sur la nature. Il est difficile, voire impossible, de bâtir une métaphysique rigoureuse sans compter sur une réflexion tout aussi rigoureuse sur le monde physique. Bien, la philosophie et les sciences naturelles. Dans ce point, on considère que la philosophie nature doit prendre en compte les connaissances acquises par les différentes branches de la science expérimentale, idée qui est sortie déjà. Mais sa vision est différente car, comme il a été dit, elle se questionne sur les causes ultimes de la nature et propose des explications générales qui vont au-delà de ce que cherche la science expérimentale. Par exemple, elle propose les concepts de substance ou de potentialité et d'actualité pour expliquer certaines caractéristiques de la nature. En revanche, ces concepts ne sont pas un sujet adéquat pour aucune discipline expérimentale. Les sciences étudient les substances et les potentialités naturelles, mais ne se posent pas la question de savoir ce que c'est que la substance, par exemple. Bien, donc maintenant on passe à un autre point. La valeur et portée de la philosophie de la nature. Que peut nous apporter la philosophie de la nature? Quel problème la philosophie de la nature vient résoudre? Donc, c'est une question qui a été discutée pendant pas mal de temps. Et si la philosophie de la nature, elle peut apporter quelque chose. Pourquoi? Parce qu'avec le développement des sciences, on a mélangé, et les sciences, ils ont essayé de prendre des terrains de la philosophie de la nature, et on voyait que finalement, dans ce mélange, que ce n'est pas bien, parce qu'il y a des sciences qui sont en train d'essayer de donner des réponses. Par exemple, on va se dire, bien, dans la physique, il avance,
et on commence à voir des instruments très puissants. On voit les atomes avec des microscopes et des choses très puissantes. Alors on dit, Dieu, je ne le vois pas. Alors Dieu, il n'existe pas. Mon ami, tu es en train de changer de discipline. Et tu es en train de prendre des conclusions différentes qui ne sont pas dans la méthode de la physique dans ce moment-là. Et donc c'est pour cela que pendant quelques temps, il a été un peu, on pourrait dire, comme mettre de côté. Mais dans les dernières années, a commencé à ressurgir à nouveau. Bien. Donc la valeur de la philosophie, une chose importante, il va être que cette valeur, il va dépendre de deux facteurs. Elle doit répondre à des problèmes authentiques bien posés et les résoudre d'une façon satisfaisante. Bien, on continue. Sujet et problème que traite la philosophie de la nature. Donc, de façon très simple, on va voir que la philosophie de la nature comprend un éventail de sujets très large. Et pourquoi? Parce que bien depuis l'atome jusqu'à l'univers, on peut voir. Non? Donc, c'est un éventail énorme, en passant par les êtres vivants, par l'homme en tant qu'être naturel. La signification de la nature est sur son fondement radical. C'est quoi nature qu'on va voir maintenant? C'est quoi le fondement de nature, de la parole nature qu'on utilise? Et elle constitue donc le pont logique entre la connaissance ordinaire, les sciences et la métaphysique. On pourrait dire, le pont entre ces trois disciplines, donc on peut voir que la philosophie de la nature est présente ici. Bien, donc on continue, on avance. Et on va passer à cette deuxième partie de ce premier chapitre. Et dans cette deuxième partie, qu'est-ce qu'on va voir? Bien, donc cette deuxième partie, elle est divisée en 4 points. C'est l'étude scientifique et philosophique de la nature tout au long de l'histoire. Il va être une chose très simple, cette partie. L'explication, je ne vais pas approfondir maintenant. C'est important que vous lisiez bien ces 4 points. Et comme décidé important, il est nécessaire de connaître et comprendre les problèmes de chaque époque. Ça nous aide aussi à comprendre quel est l'objet de la philosophie de la nature, parce qu'on va voir dans les différentes époques qu'est-ce qu'il a traité, la philosophie de la nature, et aussi on va voir le statu quo actuel de la philosophie de la nature. Et on va, donc, dans ce chapitre, vous allez voir qu'on commence avec la science et la philosophie dans l'Antiquité, la science expérimentale moderne, l'impact philosophique de l'évolutionnisme, de la philosophie quantique et de la relativité. Ça, ils sont, on pourrait dire, dans les autres 2 points, on a vu en général qu'est-ce qu'il y a dans l'Antiquité et dans la science moderne. Mais pourquoi maintenant, dans ce 3e point, on traite l'évolutionnisme, la physique quantique et la réalité? Parce que c'était très important pour la science, il y a eu des éléments très forts, et aussi c'était quand on a essayé de laisser un peu de côté la philosophie de la nature. Pourquoi? Parce que la science, il prenait sa place. Bien. Et après, la renaissance de la philosophie de la nature à l'époque contemporaine. On l'a laissé un peu de côté avant, et maintenant, dans l'époque contemporaine, elle est en train de ressurgir. Bien, dans ce 2e point, vous le lisez calmement. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la plateforme et aussi on pourrait la traiter aussi de façon présentielle, quand on aura les cours présentiels. Bien, donc on avance à cette 3e partie de ce premier point, qui c'est le concept de nature. Bien, dans le concept de nature, on peut voir ici comme 3 choses qu'on va voir. La première, c'est l'essence de nature et le naturel. On va voir qu'il y a une différence et qu'on peut utiliser cette parole de beaucoup de façons. Après, caractérisation du monde physique et délimitation du domaine naturel. Bien, donc la première partie de ce 3e point, l'essence de nature et le naturel. Bien, donc on peut voir que le substantif nature
a deux sens principaux. D'une part, il désigne la nature de chaque chose. C'est ce sens que nous appellerons métaphysique. D'autre part, il indique la nature dans le sens de l'ensemble d'êtres physiques que nous appellerons sens physique. Donc on peut voir ce qu'on peut toucher, la nature, et quand on parle de la nature de quelque chose, donc c'est dans le sens métaphysique. Bien. Dans le sens métaphysique, nous parlons de la nature de quelque chose pour indiquer ce qui est caractéristique de cette chose, son identité propre à elle, ce qui lui appartient de telle façon que cela sert à la distinguer par rapport à toutes les autres choses. C'est quelque chose dont on parle de la nature peut être n'importe quoi. On parle de la nature de l'homme, d'un problème, d'une matière scientifique, même de la nature de Dieu. Il s'agit donc d'un sens qui est appliqué à des réalités très différentes les unes des autres. Il peut être appliqué à tout. C'est pour cela que nous l'appelons le sens métaphysique du concept de nature. Parce qu'il n'est pas borné au monde physique, matériel, corporel, mais il peut être appliqué aussi à ce qui est spirituel et surnaturel. Dans ce sens, le concept nature est semblable au concept essence, qui exprime la façon fondamentale d'être de quelque chose. Les choses essentielles, non? Quand on dit ça c'est essentiel, ça c'est sa nature, non? Ça, ces personnes a ça dans sa nature. Non? Quand on parle de ça, nous sommes en train de parler de quelque chose d'essentiel de la personne, et ça c'est le sens métaphysique. Dans le sens physique, la nature peut désigner l'ensemble d'êtres et de processus naturels qui, en règle générale, sont identifiés à ce qui est corporel et matériel. C'est plus facile de comprendre, non? C'est la nature qu'on voit dans la forêt, et la nature des choses matérielles. Mais cette parole, pour l'utiliser de façon rigoureuse, a des problèmes qu'on va seulement les indiquer ici et que vous pouvez approfondir après. Alors, à quoi attribuons-nous la qualification naturelle? Ce qui est naturel dans le sens de spontané. Une personne qui est très spontanée, il parle comme ça, on dit que c'est une personne naturelle. Aussi, le naturel comme différent de l'artificiel. Il y a les choses qui sont naturelles, les jus d'orange naturels, et aussi on voit qu'il y a les jus d'orange artificiels, que c'est qu'on a fait avec des composants chimiques. Même si tous ces composants chimiques aussi, ils sont naturels, de la nature, donc on peut voir. Mais il y a ce concept qu'on peut voir. Il n'a pas eu une intervention, c'est très important. La chose artificielle, ça, il y a une intervention, on va le voir après. Après, le naturel comme différent du spirituel. Et aussi le naturel comme différent des surnaturels. Les choses surnaturelles ne sont pas naturelles, elles sont surnaturelles. Et on comprend bien, c'est pas très difficile, c'est ce qu'on comprend aussi d'habitude dans les langages courants plus ou moins. Bien, et donc la caractérisation du monde physique. On avance. Notre caractérisation est axée sur deux aspects fondamentaux du naturel. Ça, il peut sembler maintenant un peu compliqué, mais quand vous allez lire les textes et on avance aussi dans les différents chapitres, on va les comprendre chaque fois mieux. Alors, il faut donner un peu de temps, mais on commence déjà à voir ça. Alors, il y a deux aspects fondamentaux du naturel. L'existence d'un dynamisme propre et des modules ou lignes d'action structurelles. Dynamisme et structure. Il s'agit de deux dimensions réelles du naturel qui se manifestent largement et à l'expérience ordinaire et à la connaissance scientifique.
On va approfondir petit à petit. La nature possède un dynamisme propre, indépendant de l'intervention humaine, qui se déploie à travers une grande variété de processus selon des modules spatiaux et temporels. Dynamisme et structuration sont deux caractéristiques fondamentales de la nature qui sont étroitement liées. Les structures sont les résultats du déploiement du dynamisme et sont aussi la source de nouveaux déploiements. L'interaction du dynamisme et de la structuration fournit une clé qui devient décisive pour obtenir une représentation fidèle de la nature. Dynamisme qui c'est indépendant dans la nature. L'homme, on ne peut pas inclure dans ce dynamisme. Et les molécules, ils sont en train de se relationner une avec les autres avec un certain dynamisme. Et toute la nature, il y a un dynamisme et il crée des structures. On va continuer à réfléchir et on va comprendre. Donc, la caractérisation du monde physique, le monde physique qu'on voit, on peut les comprendre grâce à ce dynamisme naturel. Les modules d'action structurelle sont les dynamismes. Ils vont créer des modules de la structure, de ce dynamisme, et les rapports entre le dynamisme et la structuration. Bien. Le terme dynamisme vient d'un terme grec, dynamis, qui signifie force, pouvoir, capacité. Dire que les entités naturelles possèdent un dynamisme propre équivaut à dire qu'elles ne sont pas des sujets exclusivement passifs auxquels on ajoute les mouvements comme quelque chose d'extérieur, mais qu'elles possèdent une activité propre, un dynamisme intérieur qui ne dépend pas des actions qui puissent être exercées sur elles. Peut dire, quand on est en train de parler de la vie, que quelque chose a vie, une vie, et ça veut dire qu'elle bouge pour elle-même. Mais le dynamisme, il parle de ça, mais pas seulement de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on ne parle pas, qu'ils ont une vie, mais dans la nature, ils ont ce dynamisme propre. Par exemple, les pierres, ils ne sont pas des êtres vivants, mais ils sont des êtres avec un dynamisme interne, qu'il fait structurer toutes les molécules pour être cette pierre qu'elle est. Bien. Alors, la chose importante, c'est que la nature a une consistance propre. Quand on parle de dynamisme, c'est qu'on dit qu'elle a une consistance propre à elle. Bien. Si le dynamisme est une caractéristique fondamentale des entités naturelles, la structuration l'est aussi. Face à l'expérience ordinaire, la nature apparaît marquée par des structures sapientiales, temporelles. Et le progrès scientifique peut être synthétisé comme étant une connaissance de plus en plus large et profonde des structures naturelles. La science, qu'est-ce qu'il fait finalement? Connaître ces structures naturelles. Pour attendre une caractérisation fidèle à la nature, il est indispensable de prendre en compte cette structuration. Bien, les modules d'action structurelle sont les structures qui se répètent les modules d'action structurelle. Donc, une structure est une distribution de parties relationnées mutuellement qui font un tout unitaire. Il y a différentes parties qui se relationnent mutuellement et font une unité. Les structurations caractéristiques du naturel possèdent des dimensions spatiales et temporelles. Et la nature est constituée autour de structures répétitives caractéristiques que nous appelons modules. Alors, nous parlons des modules lorsque nous trouvons des structures qui se répètent dans la réalité. Bien, on avance petit à petit. Et on va lire ce texte. Face à l'expérience ordinaire, la nature apparaît comme un ensemble d'êtres
qui ont des structures bien définies. Le cas le plus clair est celui des êtres vivants, qui se caractérise justement par le fait de posséder une structure unitaire dans laquelle les différentes parties ont des fonctions spécifiques et fonctions suivant des rythmes temporels caractéristiques. Aussi, le domaine des êtres non vivants est aussi parcouru par les structurations spatiales et temporelles, comme on a dit. Mais on voit l'exemple des êtres vivants. Très bien. On avance. Après, il y a les rapports entre le dynamisme et les structurations. Ça, vous allez le voir plus clair dans les tests que vous allez lire et comprendre les 2 points précédents. Mais c'est clair que ce sont 2 clés de la nature, le dynamisme et la structuration, ils ont une relation. Il a été démontré que les structures naturelles ont un dynamisme propre et une structuration spatiale et temporelle. On peut faire un pas de plus en disant qu'il y a un rapport entre le dynamisme et la structuration, comme dit dans le texte. Bien, maintenant, on va à ce 3.3, délimitation du domaine du naturel. Nous allons voir maintenant que la caractérisation du naturel qui vient d'être proposée permet de différencier le naturel de ce qui est artificiel et de ce qui est rationnel. Quand on parle naturel, on ne parle pas de quelque chose d'artificiel, il y a une opposition, et aussi rationnel. Le naturel et l'artificiel. L'exercice de la faculté rationnelle en rapport avec le naturel, c'est une chose claire, c'est évident. Nous sommes des êtres naturels, pas des esprits seulement. Alors, la raison est ce dans la matière. Cependant, la rationalité répond à un dynamisme qui transcende les conditions spatiales et temporelles. Le dynamisme naturel est conditionné par des modules spatio-temporels, comme on a vu avant, tandis que l'activité rationnelle peut dépasser, au moins avec l'intelligence et la volonté, n'importe quel type de module naturel. Alors, avec la raison, on va au-delà des choses, on pourrait dire matérielles, mais nous, on doit penser avec un cerveau, on pourrait dire. Alors, c'est relation. Il est dit d'habitude que le naturel est corporel, sensible, matériel. Et pardon, je pense qu'on a oublié de parler de le naturel et l'artificiel. Bien, si on a déjà parlé, donc on le répète à nouveau, mais on va, pour assurer, on va parler de ça. Et dans son sens strict, l'artificiel n'est pas un dynamisme propre. Et ce sont seulement les entités naturelles qui les composent, qui l'ont. Les choses artificielles sont une structuration spatiale et temporelle qui répond à un projet extérieur planifié par l'artisan. Mais cette structuration n'a pas les résultats d'un dynamisme propre. Le dynamisme naturel a une conscience propre qui ne dépend pas de la volonté humaine. Lorsque nous fabriquons des artefacts, nous utilisons le dynamisme naturel, mais nous ne pouvons pas les modifier. Alors, les choses artificielles, ce sont les choses qu'on construit à partir aussi des choses de la nature, qu'on connaît les lois de la nature, on ne peut pas modifier ces lois, mais en les connaissant, on peut construire des choses artificielles. Mais alors, on peut voir qu'il y a une différence entre quelque chose d'artificiel et quelque chose de naturel. Bien, on a vu déjà le naturel et le rationnel. Et on va maintenant voir les propriétés des choses naturelles. Et les propriétés qui sont des choses simples que vous pouvez lire, et sûrement ici on va les citer. Et que le naturel est corporel, sensible, matériel, spatial, temporel, quantitatif et nécessaire dans le sens de posséder à ce qui est libre. Les choses nécessaires. Bien.
Et dans le cinquième point, on va voir, pour finir déjà, la caractérisation aristotélésienne du naturel. Et ici, il y a une idée importante. Aristote présente la nature comme un principe intérieur d'activité. On va le lire. Et voici les termes dans lesquels Aristote présente son idée de la nature. Parmi les choses qui existent, quelques-unes existent par nature, d'autres existent par d'autres causes. Par nature existent les animaux et leurs parties, les plantes et les corps élémentaires, la terre, le feu, l'air, l'eau, car nous disons que ces choses et celles qui leur ressemblent existent par nature. La nature est le principe et la cause du mouvement et du repos pour la chose dans laquelle elle réside naturellement par elle-même et non par accident. Avec ces derniers mots, Aristote dit que ce qui est naturel se distingue de ce qui est accidentel, c'est-à-dire casuel, le résultat d'une coïncidence, fortuite des causes. Nous sommes arrivés à la fin du premier chapitre. L'exposition n'était qu'une introduction, comme on l'a dit avant, pour aider à l'étude. Vous devez maintenant lire les chapitres, effectuer les exercices que vous trouverez sur la plateforme en ligne. Bon travail, à la prochaine.